Et un jour, ils parleront de toi au passé. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'ils diront? J'ai toujours été omnubilé par cette question, et même si, dans l'absolu, on s'en fout de savoir ce qu'on va penser de nous plus tard, j'ai quand même trouvé la réponse. Je suis Erfan Najafi et je suis devenu entrepreneur, malgré moi. Non pas pour la gloire, les belles montres, les belles voitures, ou même la sensation de liberté que la vie d'un entrepreneur pourrait suggérer. Non. C'était une question de survie. Et pour vous raconter pourquoi, je vais vous faire voyager avec moi, en Iran, à Shiraz. Une des plus belles villes du monde, une ville tout droit sortie des contes des Mille et une nuits de Sherazade. La ville de la culture et de la poésie persane. Ma ville, là où je suis né. J'ai grandi dans une famille iranienne traditionnelle avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Et à l'époque, je passais l'écrasante majorité de mes journées avec mon grand-père, un grand homme. Je lui dois tout, en réalité. Il a créé ma personnalité en m'insufflant l'idée que nous étions tous destinés à réaliser de grandes choses, mais que la plupart d'entre nous l'oubliaient. Mais moi, je n'avais pas le droit de l'oublier. Moi, je devais devenir grandiose. Moi, je devais faire des choses retentissantes. Je devais aller au-delà de ce qui était possible. Alors, je vous l'accorde, c'est pas super sain pour un gosse de 6 ans d'avoir ça en tête, mais je ne le remercierai jamais assez d'avoir été si exigeant avec moi. Jusqu'à là, je mène une vie tranquille. Tout va bien. Jusqu'au jour où mes parents décident que nous allions quitter l'Iran pour l'Europe. Ce n'était pas du tout une question d'argent parce qu'on avait un niveau de vie relativement aisé. C'était une question de liberté. Pour eux, l'Europe, c'était l'Eldorado dans lequel chacun pouvait gravir les marches du succès en toute liberté. Chacun avait la liberté d'être. Et ils voulaient le faire surtout pour ma petite sœur et moi, pour qu'on puisse profiter d'un modèle de vie différent. En quelques semaines, la décision était prise. Ils ont commencé à vendre leurs meubles, les rideaux, le frigo, et même les bijoux de ma mère. L'idée même de m'éloigner de ma famille, mais surtout de mon grand-père, me terrifiait. J'avais l'impression que j'étais en train de perdre un membre tellement c'était douloureux. Mais on ne pouvait plus revenir en arrière. La décision était déjà prise. J'oublierai jamais ma dernière soirée en Iran, d'ailleurs. On avait invité toute la famille pour faire une fête. Ouais, les Iraniens adorent faire la fête. Voilà. Et toute la famille était là. Et moi, j'étais caché sous la table du salon et je les regardais danser, chanter, pour cacher l'anxiété que notre départ allait causer. En réalité, ils avaient tous peur. Parce qu'à l'époque, beaucoup d'Iraniens qui émigraient vers l'Europe mouraient, soit noyés, soit abattus par leurs propres passeurs. D'ailleurs, on apprendra quelques semaines plus tard qu'un des amis de mon père était mort en suivant exactement le même périple que nous. Mais bon, encore une fois, il fallait partir. La décision était prise. À cette soirée, il y avait un absent, mon grand-père. J'avais l'impression qu'il m'avait abandonné. Et je lui en ai voulu pendant des années. Un peu plus tard, il m'a avoué qu'en réalité, s'il n'était pas venu, c'est parce qu'il avait peur de devoir accepter de nous dire adieu. Quelques jours plus tard, on prenait l'avion pour la Bosnie. D'ailleurs, c'était la dernière fois qu'on voyageait en toute légalité. Et une fois arrivé à Sarajevo, on rencontre notre passeur. C'était un homme immense, très souriant, extrêmement rassurant. J'avais réellement l'impression que le mec, il savait de quoi il parlait. Ben non, il ne savait absolument pas ce qu'il faisait. Et il jouait avec nos vies pour quelques milliers de dollars américains. Après la Bosnie, nous sommes partis vers la Croatie, puis la Slovénie, puis l'Italie, puis la France, et enfin le pays de Brel. Et ça a toujours été en clandestin, toujours. À devoir jouer au chat et à la souris avec la police, à nous cacher, à nous faire arrêter et puis relâcher quelques jours plus tard. Tout le temps, la même histoire. Et mes parents, eux, je les adore, ils avaient trouvé un jeu. Ils avaient inventé un jeu qu'ils avaient appelé Marco Polo.
Et il nous faisait croire à ma petite sœur et moi qu'on jouait aux explorateurs. Et que finalement, tout ce qu'on était en train de vivre, c'était rien d'autre qu'un jeu. J'ai très vite compris que ce n'était pas simplement une petite aventure. J'ai vu des choses à 6 ans qu'aucun enfant ne devrait voir. Mais j'imagine que ça m'a forgé. À l'époque, beaucoup d'Iraniens visaient la Grande-Bretagne quand ils venaient vers l'Europe. Je ne sais toujours pas pourquoi encore. Il y a beaucoup de trucs que je ne sais pas, vous vous rendez compte? Nous, on avait de la famille là-bas et on imaginait pouvoir créer la vie qu'on ne pouvait pas avoir en restant en Iran. Mais une fois arrivés en Belgique, on a commencé à manquer d'argent. Et notre passeur nous a abandonnés. Il a donc fallu faire un choix. Un choix qui allait influencer le reste de notre vie. Rester en Belgique ou prendre le risque de faire la traversée vers ce qu'on pensait être la terre promise. On avait entendu parler des histoires des traversées vers la Grande-Bretagne et des risques que ça comportait, et sans passeur, ça devenait extrêmement dangereux. Alors la décision a été prise. On a voulu faire du pays de Brel, de Jacques Brel, notre pays, notre chez nous. On a donc introduit une demande d'asile. Et puis on a été redirigé vers un camp de réfugiés. Et paradoxalement, cette première nuit dans ce camp de réfugiés m'a paru être incroyable, fabuleuse. On n'était plus en cavale. On ne devait plus fuir. On a enfin pu prendre le temps de nous reposer. On est resté dans ce camp pendant 4 mois. Mais ce qu'on ignorait avant de commencer le périple, c'est qu'une fois sur place, on allait devenir des citoyens de seconde zone. On était venu chercher la liberté et paradoxalement, on n'avait plus le droit de conduire, plus le droit de voyager et même plus le droit de travailler. Parce qu'on n'avait pas de permis de travail, on était sans passeport, sans carte d'identité. On était sans papier. À l'époque, on vivait avec plus ou moins 1 000 € par mois, pour 4. Mais j'ai pourtant eu une enfance fabuleuse. J'ai eu cette chance incroyable d'avoir des parents qui ont tout fait pour qu'on ait l'illusion de vivre une enfance normale. Mais la réalité était différente. Tous les matins, quand j'allais à l'école, j'avais ce poids sur moi, comme quelque chose qui restait sur mes épaules, une peur. La peur de rentrer à la maison et de voir que mes parents avaient été expulsés. La peur de subir un contrôle de police et de ne pas pouvoir sortir un document d'identité. Mais surtout la peur que cette situation reste encore et encore. Alors, même si mes parents ont tout fait pour qu'on ne manque de rien, c'était impossible pour moi d'aller regarder mon père droit dans les yeux en disant Papa, tu vois, tous les gamins du quartier, ils ont des vélos. Voilà, ils ont des vélos, c'est cool. Moi aussi, j'aimerais un vélo. Alors, je sais que si je l'avais formulé, bien évidemment, ils se seraient battus pour pouvoir m'offrir ce que je voulais, mais je connaissais leur situation, notre situation. Je ne voulais pas les mettre encore plus en difficulté. Alors, je n'avais que 2 options. Voler ce que je voulais avoir, ou trouver d'autres solutions. Mais avec l'éducation stricte que j'avais reçue, les sacrifices de mes parents, et surtout l'image de mon grand-père et la peur de le décevoir, il a fallu que je trouve d'autres solutions. Et c'est à cette période de ma vie, je devais avoir plus ou moins 10 ans, que je découvre une loi qui bouleverse ma vie. Une loi qui régissait et qui régit toujours le monde d'ailleurs. Dans le monde, il y a des gens qui veulent des trucs ou qui ont des objectifs à atteindre. Et si moi, j'arrive à leur donner les trucs qu'ils veulent ou à les aider à atteindre leurs objectifs, eux, ils sont prêts à me payer. C'est dingue. C'était la loi de l'offre et de la demande. J'avais rien inventé. Et donc, je commence très vite. D'abord, je commence à faire le devoir de mes camarades de classe contre l'argent de la cantine. Et puis, je me dis, mais attends,
Les intellos des classes supérieures, eux, ils ont déjà fait ces devoirs. Et ils pourraient les faire à ma place. Oh ben, ils vont les faire à ma place, du coup. Et je les rémunérais 50% de tout ce que je recevais. En attendant, je faisais plus de devoirs. J'achetais des paquets de Mr Freeze, des glaces à l'eau, et je les revendais à l'unité. J'étais un dealer de Mr Freeze. J'achetais des paquets de cartes à jouer, je les revendais au détail. J'étais complètement piqué. Et j'étais très fier parce que, avec mes mots d'enfant, je regardais mon entourage, je leur disais, vous savez quoi? Moi, je suis businessman. Ça faisait partie de mon identité. J'étais businessman. J'avais enfin trouvé un moyen de faire de l'argent et de ne pas être confronté à cette situation où je devrais aller mettre mon père ou ma mère dans une situation inconfortable, de dire, les gars, vous n'avez pas de thunes, pourtant il faut m'acheter des trucs. Je pouvais le faire moi-même. On est resté sans papier pendant 10 ans. 10 années. Mais à mes 16 ans, c'était la délivrance. À l'époque, on vivait au premier étage d'un bâtiment au centre-ville et notre appartement se trouvait au fond d'un long couloir. Et moi, tous les jours, quand je rentrais de l'école, d'abord, je vérifiais la boîte aux lettres, je regardais dedans, si on avait reçu enfin cette lettre de régularisation. Et tous les jours, j'étais déçu, pour vous dire, pendant 10 ans, il faut le faire. Et puis, je rentrais dans le couloir pour rentrer chez moi. Mais un jour, je n'oublierai jamais ce jour, je rentre chez moi et je suis mon rituel. Donc, j'arrive devant la boîte aux lettres, j'ouvre la boîte aux lettres, je regarde dedans, toujours vide. Je referme la boîte aux lettres, toujours déçu. Mais je commençais à m'y habituer. Et je rentre dans le couloir. Je rentre dans le couloir pour rentrer chez moi. Et au fond du couloir, il y avait la porte de notre appartement. Mais cette fois-ci, la porte était ouverte. Je vois ma mère derrière la porte. Et elle avait les larmes à l'œil, les bras ouverts. Et ce jour-là, elle portait un sourire qui est resté gravé dans ma mémoire. Je me suis rapproché d'elle. Et elle n'a pas eu besoin de parler. J'avais compris. On avait enfin reçu cette lettre qui nous permettait de devenir des citoyens. On avait enfin le droit de voyager. On avait enfin le droit de travailler. On avait enfin le droit d'avoir une carte d'identité. Et je vous assure que le jour où j'ai reçu ma carte d'identité, je priais pour avoir un contrôle de police. S'il vous plaît, contrôlez-moi. Mais surtout, on avait le droit d'entreprendre. Et à partir de ce moment, je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours été entrepreneur. Et j'ai toujours lancé des projets. Réussi, raté, réussi, raté, réussi, raté, 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 réussi, réussi, raté, réussi, et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que derrière la formule que j'avais trouvée lors de mon enfance, derrière la loi, que j'avais trouvée lors de mon enfance, il y avait une formule qui se cachait. Et à chaque fois que j'appliquais cette formule, c'était un grand succès. Et à chaque fois que je voulais faire l'artiste et que je ne respectais pas cette fameuse formule, c'était un échec retentissant. Vous allez me dire, Erfan, t'étais con, pourquoi t'as pas juste suivi la formule? Oui, je sais, je me pose la question. Et cette formule, elle est extrêmement simple d'ailleurs. 1, il faut un bon livrable, un bon produit ou un bon service qui répond à un objectif client et pas à un besoin client. Le besoin client, on s'en fout. D'ailleurs, le client lui-même ne le connaît pas. Par contre, il sait ce qu'il a envie de réaliser et il sait ce qu'il a envie d'éviter. C'est là-dessus qu'on va se concentrer. L'objectif client. Une fois que j'ai mon produit ou mon service, je dois le traduire dans une offre qui a du sens. Une offre sexy. Une offre qui se distingue, une offre qui me donne envie de passer à l'action. Maintenant que j'ai mon offre, génial, j'ai fait que la moitié du chemin. Il faut que je mette cette offre devant les bonnes personnes. Alors, qui sont les bonnes personnes? Bon, j'ai une petite image pour vous expliquer qui sont les bonnes personnes. Je m'en excuse d'avance, c'est pas foufou, mais au moins c'est très explicite. Vous m'excusez déjà, j'espère. On a tous dans notre entourage un pote ou une pote qui ne va en soirée que pour une seule raison. Rentrer avec quelqu'un.
Et si vous me dites, je ne connais personne comme ça dans mon entourage parce que je suis quelqu'un de bien, il y a des chances que ce soit vous, cette personne. Je ne juge pas, je ne juge pas, je ne juge pas, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, imaginons cette personne au bar, accoudée au bar. Notre ami observe la foule. Notre ami s'en fout complètement de rentrer avec la personne la plus jolie, la plus intelligente, la plus drôle. Non. La seule chose qui intéresse notre pote, c'est de rentrer avec la personne qui va le plus facilement accepter son offre. C'est cette personne qui nous intéresse. Les personnes qui vont émettre le moins de friction à accepter notre offre. Maintenant qu'on a mis notre produit, je vous avais dit, l'exemple il n'est pas foufou. Là, je sais qu'il y a certaines personnes qui se sont reconnues. Cool. Donc maintenant que cette offre est devant les bonnes personnes, on arrive à l'étape cruciale. Faire acheter. Et je dis bien faire acheter et pas vendre. Il y a un monde de différence. On adore tous acheter. Pourtant, on déteste le vendeur, on est d'accord? Moi, le premier, on déteste le vendeur. Et je me dis que sans mon passé de sans-papier, sans les sacrifices de mes parents, sans cette image que mon grand-père m'avait insufflée, je n'aurais jamais découvert cette formule et surtout, je ne serais jamais devenu entrepreneur. Et quand je regarde vers le passé, je me dis que même si cette période de ma vie a été extrêmement compliquée, elle m'a permis d'apprendre 3 leçons que j'ai envie de partager avec vous. Première leçon. J'ai l'impression d'être prof, tiens. Toutes les personnes dans cette salle, toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, toutes les personnes ici sont destinées à réaliser de grandes choses. Tous. Certains vont abandonner et d'autres vont l'oublier. Tâchons juste de ne pas l'oublier. 2. Entrepreneur, ce n'est pas un métier. D'ailleurs, ça ne le sera jamais. C'est une identité et elle s'acquiert. 3. On n'a pas tous les mêmes chances, tous les mêmes opportunités. Ouais. Et alors? Parfois, nos différences nous handicapent. Ouais. Et alors? Parfois, notre nom, notre tronche nous handicape. Ouais. Et alors? La vie est injuste. Oui. Et alors? Il faut en être conscient, mais ne jamais l'utiliser comme excuse. Parce qu'un jour, ils parleront de nous au passé. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'ils diront? J'espère qu'ils diront de nous que nous avons tout donné. Quand c'était difficile, on a avancé. Même quand on a eu peur, on a eu le courage d'aller plus loin. Qu'on a été au-delà de ce qu'on pensait être possible. Mais surtout, comme le disait mon grand-père, que nous avons tous été grandioses. Je vous remercie.